Michel-Édouard Leclerc, bonjour. Bonjour. Le pass sanitaire, on ne parle que du pass sanitaire. Comment ça se passe dans les centres commerciaux, dans les grands hyper Leclerc? Est-ce qu'on a besoin d'un pass sanitaire? Tout dépend de l'emplacement du Leclerc, si je comprends bien. Et de la taille du Leclerc. Et de la taille. Oui. En fait, on est assez peu impacté globalement en tant qu'enseigne, parce que nous avons un réseau de 600 magasins plutôt à taille humaine, des magasins qui font entre 5000 et 8000 mètres carrés. Mais nous avons une quinzaine de centres Leclerc qui sont à l'intérieur de très grands centres commerciaux. Plus de 20 000 mètres carrés. Plus de 20 000 mètres carrés. Oui. Et c'est un peu la galère. C'est un peu la galère, c'est même beaucoup la galère, et ça va encore être la galère. C'est la galère pour les consommateurs d'abord, parce qu'en plein mois d'août, tout le monde n'apporte pas son BFM online avec soi, et donc beaucoup de consommateurs se cassent le nez sur ces contrôles de passe sanitaire. Beaucoup de jeunes n'avaient pas fait leur cycle de vaccination. Donc, quand ils viennent dans un grand centre commercial en ayant pris la voiture pendant 10 km et qu'il faut faire le retour, c'est pas la joie. C'est une complication pour les propriétaires de magasins, notamment ceux qu'on n'appelait pas essentiels et qui voient leur accès diminuer jusqu'à 30 ou 40%. Nous, on a une douzaine de magasins qui ont baissé leur chiffre d'affaires de 25%, donc c'est des aspects économiques, mais ça peut Vous avoir... avez une douzaine de magasins, douzaine de magasins qui ont baissé leur chiffre d'affaires de 25%. Oui, et qui, à Roques-sur-Garonne, dans les Pyrénées... Est-ce que vous dites ce matin que c'est une mauvaise mesure? Alors, c'est une mesure qui n'est pas accompagnée, surtout c'est une mesure qui est incompréhensible, ou en tout cas, on a du mal à comprendre. Donc il faut la supprimer? Alors, on a un rendez-vous le 30. Vous savez bien que je parle pas la langue de bois. Donc, dites-moi tout. On a rendez-vous. Que va-t-il se passer? On a le rendez-vous le 30 avec Bruno Le Maire, toutes les chaînes de distribution, la Fédération du commerce et de la distribution, et pour faire l'état des lieux. Aujourd'hui, Bruno Le Maire, il l'a dit sur votre antenne à l'occasion de l'université du MEDEF, Bruno Le Maire reconnaît que le pass a freiné le chiffre d'affaires des grands centres commerciaux. Est-ce que vous allez demander la suppression de cette mesure? Alors, au moins... Pour les grands centres commerciaux. Soit la suppression, soit la généralisation. Parce que le problème qui se... C'est-à-dire, en fait, expliquez-moi. Voilà, à quoi sert le pass sanitaire aujourd'hui? Ça, c'est pas pour empêcher le virus dans les grands centres commerciaux. Il n'y a jamais eu de cluster dans les grands centres commerciaux. L'idée qu'on a cru comprendre, c'est qu'ils commençaient par les grands centres commerciaux. On tapait plutôt sur les riches. On demandait aux gros de faire l'expérimentation pour après, si à la vague devenait plus forte, on pouvait généraliser. Et en disant à plus petits, vous voyez, on a commencé par les plus gros. Mais en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que le gouvernement ne tient pas un discours de généralisation du pass, pour des raisons de peur de réaction de la population, ou peut-être parce que la situation évolue. C'est-à-dire que quand on va dans un magasin plus petit, on n'a pas besoin de pass sanitaire. Mais quand on va dans un centre commercial plus petit, on n'a pas besoin de pass sanitaire. Voilà, et donc ça a été catégorisé mais dans le cinéma. Alors vous demandez quoi? Demandez quoi? Et donc, a priori, ce qu'on aimerait bien, c'est que le point ne soit pas simplement fait sur les aides à apporter à tous les commerçants, je ne parle pas de Leclerc, qui sont dans ces centres commerciaux et qui ont baissé considérablement leur chiffre d'affaires. Donc, qu'on continue le dispositif de soutien, chômage partiel, etc., parce que c'est un gros impact. Vous demandez, non pas la fin, quoi qu'il coûte, mais quoi qu'il en coûte. Et Bruno Le Maire a de guillemets, il le fait dans le domaine culturel pour le cinéma. Mais par nous posons la question à quoi ça sert de maintenir le dispositif, sachant que le surtout ne donc vous demandez à ce que le dispositif soit réévalué, par exemple, même peut-être supprimé. Voilà. Alors pendant la période touristique, on peut attribuer au fait qu'il y a des déplacements de population et la baisse de chiffre d'affaires là-dessus. Mais maintenant que les consommateurs reviennent sur leur base, sur leur base de vie, véritablement... Donc vous demandez la fin du pass sanitaire, quoi. Donc en fait, si le pass sanitaire n'a pas vocation à être généralisé, je demande la fin du pass sanitaire dans les grands centres commerciaux, parce qu'il ne joue pas son rôle aujourd'hui de pédagogie, mais surtout, il faut comprendre, quoi. Vous sortez d'une station de métro, vous n'avez pas eu à sortir votre pass sanitaire, vous allez faire vos courses dans un Carrefour ou dans un Auchan, c'est eux qui sont les plus touchés. Plus touchés. Et là, on vous dit pass sanitaire, vous devez repartir chez vous, vous comprenez pas. Donc le consommateur n'est pas informé, les
commerçants ne peuvent pas faire de publicité pour dire s'ils ont ou s'ils n'ont pas, puisque c'est sur la base d'indicateurs qui évoluent. Ce sont les préfets qui décident. Et donc, c'est une imbroglio. Et alors, ça va être encore pire parce que normalement, à partir du 30, les salariés de ces magasins, quels qu'ils soient, devraient aussi fournir un pass sanitaire s'ils sont en contact avec le public. Alors là, comment allez-vous faire ? Alors là, vous demandez aussi à ce que cette mesure soit supprimée ? Alors, autant tout le monde est prêt à faire des efforts si on va véritablement vers ça, autant si c'est juste pour quelques centres commerciaux de le faire, c'est vraiment mettre le feu dans une relation sociale qui a été bien soudée pendant le Covid. Franchement, on n'est pas demandeur de ça. Alors, on respectera la loi. Nous ne sommes pas responsables de la loi. Vous ne voulez pas d'extension du pass sanitaire dans les entreprises, quoi ? Non. Vous n'en voulez pas ? Moi, ce que je dis, c'est que l'autorité de santé doit dire les choses à un moment donné, doit dire la perspective. La distribution a bien montré qu'elle accompagnait la lutte contre le Covid, les masques, les jauges, etc. Donc, c'est pas à Michel-Édouard Leclerc de dire s'il faut un pass sanitaire ou pas, mais à partir du moment où on dit là mais pas là, à Sceaux-Ouest, à Levallois-Perret, mais pas à Auchan-la Défense. Partout, nulle part, quoi. Ouais, moi je pense que c'est la solution. Oui, partout, nulle part. Ce pass sanitaire. Pour les employés, comme pour les clients, quoi. Mais vous vous rendez compte, dans un magasin où les salariés vont devoir avoir le pass sanitaire, on va dire que les salariés qui sont à la comptabilité, qui ne sont pas en contact avec le public, n'ont pas besoin de pass sanitaire, mais que quand ils font les courses dans le magasin, il leur faudra le pass sanitaire. C'est d'une complexité. Bon, je ne sais pas de quelle école sont sortis, certainement pas Néoma, donc je préside, de quelle école sont sortis les gens qui ont pondu ce texte. C'est quand même très compliqué. C'est très compliqué. La vaccination, comment ça se passe dans les Leclerc ? Le personnel est vacciné ? Alors, je ne sais pas. Vous avez, oui, ça dépend. On n'a pas les chiffres. Ça dépend des centres. Vous n'avez pas de chiffres et tout. Mais vous avez incité le personnel. Oui, vous n'avez pas le droit. Moi, ça m'étonne d'entendre tous ces gens qui vous disent des statistiques. C'est incroyable. Moi, je ne sais pas et j'oserais pas demander à un salarié s'il est vacciné ou pas. Enfin, c'est quand même. Est-ce qu'il faut rendre la vaccination obligatoire pour toutes les personnes qui sont en contact avec le public ? Franchement, j'en sais rien. Moi, je dis... j'ai mon avis personnel. Moi, je suis vacciné. Je crois que vous aussi. On a fait des choix. Voilà, mais c'est nos choix personnels. Après, on n'y était pas obligé. D'accord ? On a fait nos choix. Maintenant, si l'État dit il faut une vaccination générale, qu'ils le disent et que les entrepreneurs, les salariés... Que ce soit clair. Voilà, que ce soit clair. Vous demandez de la clarté. Oui. C'est pas à nous... entrepreneurs, société civile, intéressés au business, c'est pas à nous d'aller dire à nos salariés de se faire vacciner, et encore moins aux consommateurs. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond là. Alors on va parler pouvoir d'achat, on va parler des prix, parce qu'il y a une augmentation des prix, inflation qui est en route, Michel-Édouard Leclerc, mais un mot encore sur les vaccins. J'ai vu que vous étiez choqué par l'augmentation du prix des vaccins. Oui, je sais qu'on ne paye pas le vaccin puisqu'on est remboursé, mais ça a un coût, quoi. Ça a un coût pour l'État, j'ai trouvé ça... et pour l'Union européenne. On serait dans le secteur privé, le gars qui annonce ça, il serait dézingué. On nous dit, il faut généraliser la vaccination, mais ce sera plus cher. Attends, je peux comprendre que derrière le comptoir, il y a des négociations avec les labos et tout, mais si on commence à dire aux anti-vax qui déjà font le procès aux labos de s'engraisser, qu'en plus leur vaccination va servir à une augmentation de marge chez les labos, ça ne fait que... c'est une erreur de marketing, en tout cas. Le prix de la dose Pfizer, par exemple, nouvel accord avec l'Union européenne, est passé de 15,50 € à 19,50 €. Dites-moi, vous qui êtes commerçant. Vous connaissez les hausses de prix, c'est pas mal ça, de 15,5 à 19,5. Hein. Ouais, alors c'est une belle marge, non ? C'est une belle progression, non ? Dans ce deal-là, je laisse ça à Thierry Breton, mais c'est vrai que moi je trouve que... Et vous dites on manque de transparence. Ben oui, j'ai vu le secrétaire d'État aux Affaires européennes, Beaune, qui a dit non, mais on va mettre un cabinet indépendant pour regarder ça. Ben, mais, ce serait chez moi, ce serait déjà fait, quoi. Hein, c'est bon. Allez, d'accord. Bon. Voilà. Par contre, il y a des frais. Par contre, il y a vis-à-vis des consommateurs aujourd'hui, il y a d'autres choses qui fait peur. C'est qu'en fait, toutes les catégories économiques annoncent des hausses. Voilà. Et autant le plan du gouvernement pour maintenir l'activité économique, il faut lui rendre crédit à fonctionner. Oui. Les chômages partiels, les plans de soutien le quoi qu'il en coûte a très bien fonctionné. Mais il faut arrêter. C'est le gouvernement. En plus, en Europe, nous sommes alliés à d'autres distributeurs européens. Tout le monde nous envie cette politique économique-là. Donc, en France, on râle, mais dans la réalité, l'économie française elle a tenu son rang, et c'est important au moment de la relance. Par contre, moi, je suis étonné de voir des industriels nous annoncer par avance des hausses de 12 à 20%.
sans même argumentaire, quoi. Des hausses de 12 à 20%, mais sur quels produits? Alors, moi je suis... Vous êtes venu avec quelques chiffres, là. Ah ouais, je me suis levé plus tôt ce matin pour réveiller mes petits camarades qui pourtant se lèvent très tôt. Vous voyez, déjà, avant même les négociations commerciales annuelles, qui en plus seront plus encadrées cette année avec la loi Egalim 2, on nous annonce des hausses sur le sucre raffiné de 10%, sur les pâtes de 23%. Sur les pâtes de 23%. Voilà, sur la charcuterie, entre 9 et 15%, les AOS, les fleuris-michons, etc. Sur le vinaigre, 15%. Sur l'huile d'olive, 11%. Je fais ma petite liste. Allez-y, mais c'est intéressant, ça intéresse tout le monde. Et donc, il y a une inflation. Faites vos courses. Il y a une inflation sur les matières premières. OK. Il y a d'une part des sécheresses sur les fruits et légumes et tout ça, donc des confitures et tout vont être plus cher, mais il y a aussi une spéculation sur un manque de disponibilité du blé et du maïs, et là, personne ne fait le tri. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains profitent de la crise? Oui, je le dis très Certains profitent simplement. de la crise. D'abord parce qu'un bon commerçant, voyez-vous, même s'il veut vendre, il commence pas par dire qu'il va être plus cher. Donc les gens qui osent dire qu'ils sont plus chers, ce sont des gens en fait qui ont spéculé. C'est d'une manière générale. Donc moi je suis d'accord avec Julien de Normandie, avec les députés qui ont fait la loi Egalim 2 pour garantir un revenu agricole aux producteurs français. Français. D'accord. Donc mais nos acheteurs feront cette part-là. Mais toutes ces sociétés multinationales qui s'appellent Unilever, tous les grands producteurs de petits déjeuners de céréales, etc., la part de blé dans le blé soufflé de nos céréales, etc., elle va pas amener ces produits avec des taux d'augmentation de ce type. Et d'ailleurs, la présidente de la FNSEA a commencé à attirer l'attention. Ne mettez pas ça sur le dos des agriculteurs. Sur le dos des agriculteurs. Donc moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on va devoir jouer notre rôle, foi de Leclerc. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour le consommateur? Eh bien, Michel-Édouard Leclerc, est-ce que le consommateur va devoir payer 23% de plus son paquet de pâtes? Eh bien, si on ne fait rien, oui. Et donc, coucou la distribution. Vous savez, tout le temps, tout le monde tire sur les centrales d'achat de la distribution, sauf pendant les masques où tout le monde était content quand même qu'on aille en chercher. Mais là, évidemment, toutes nos équipes Leclerc, on leur a donné consigne de ne pas laisser passer les hausses spéculatives. Alors, comment allez-vous faire? Vous allez rogner sur vos marges? Non, je ne vois pas rogner sur vos marges. On va castagner. Voilà, vous allez castagner avec les grandes multinationales qui vont nous amener. Quand je vois que le prix des détergents, on nous le propose 11%, qu'on prétexte l'augmentation du prix de l'aluminium pour tout ce qui est enveloppé dans les barquettes, etc., soit augmenté de 9%. Quand je vois que Alors, il y a des vrais sujets. Il y a eu du gel dans les campagnes, donc sur les fruits, sur etc. Les fruits, En fait, ce que je veux dire, c'est que à un consommateur à qui on dit il faut payer plus cher pour l'agriculture française, dont acte. Il faut payer plus cher un mieux manger, le bio, le moins de sel, etc. Il faut payer plus cher l'écologie, il faut payer plus cher la transition énergétique, la hausse des carburants, plus 16% depuis le début de l'année. On ne va pas laisser cette reprise de la consommation bloquée par quelques spéculateurs. Et donc, ce que je veux faire passer à nos clients, bien sûr, mais aux consommateurs de la distribution française, c'est que nous allons jouer notre rôle et il ne faut pas nous le disputer. Nous avons un vrai rôle d'acheteurs. Nous ne sommes pas que des vendeurs, nous sommes des acheteurs et nous allons négocier des prix. Vous allez vous battre. Vous n'avez pas intérêt, d'ailleurs, vous, à ce que les prix augmentent trop. Vous n'avez pas intérêt, vous. Non. Alors, j'imagine, parce que... Le pouvoir d'achat, c'est le sujet numéro un. C'est le sujet numéro un. Des Français. Ouais. Alors, justement, puisque vous croyez à une inflation forte dans les semaines qui viennent? Alors, tout le monde en parle. Hein. Moi, je pense que si tout ça devait passer, ça fait beaucoup, quoi. Parce que tous ces petits ruisseaux de demi-euros qui arrivent, ça fait à la fin une grosse atteinte au portefeuille. J'ai vu l'inflation aux États-Unis, elle est montée en rythme annuel à 4%. Alors en France, on n'a pas encore eu ça, mais parce que le plan du gouvernement tient. Mais ça va venir, vous pensez? Ah ben oui, si on laisse ça, ça va venir. Oui. Ça va venir. Ah oui. Ça nécessite une mobilisation. Est-ce que vous sentez des revendications salariales? Parce que vous avez vu ce qu'a dit le président du MEDEF. Il y aura des hausses de salaire. D'abord, on est en année présidentielle. Hein, Michel-Édouard Leclerc, ne soyons pas naïfs. En année présidentielle, que se passe-t-il? Il y a des hausses de pouvoir d'achat. On essaie d'augmenter le pouvoir d'achat des uns des autres.
Moi, je vais vous dire, de toute façon, par mon métier, je suis pour l'augmentation du pouvoir d'achat. Évidemment. D'où qu'elle vienne. Qu'elle vienne par les salaires, qu'elle vienne par les retraites, qu'elle vienne par les aides scolaires qui ont eu lieu le 17 août. Là, on est en vraie campagne de rentrée scolaire, enfin pour les achats scolaires. Et donc, je suis pour. Pour expliquer que même capitalistiquement, je suis pour qu'il y ait une augmentation du pouvoir d'achat. C'est l'intérêt de mon métier. C'est l'intérêt qu'il y ait des clients. Donc aujourd'hui, on voit bien à l'université du MEDEF, Monsieur Roux de Bézieux a annoncé des augmentations de salaire. C'est la demande du patron de la CFDT qui a demandé des augmentations par branche. C'est le propos du président de la République qui nous a tenus sur le Tour de France quand il est venu nous visiter. Vous avez parlé avec lui. On a parlé pouvoir d'achat et donc c'est évident aujourd'hui que c'est la demande de la société française et quand bien même c'est l'intérêt politique des politiques d'aller aux élections avec un tel programme, je pense que c'est l'intérêt de l'économie française aussi donc que les salariés vont augmenter, que les salariés la participation va augmenter et tout. Bon. Alors la participation chez nous ça fonctionne très fort puisque dans les centres Leclerc c'est plus de 24% cette année. Et la main d'œuvre, est-il vrai que vous manquez de main d'œuvre? Alors oui, dans les métiers de distribution, c'est vrai ou pas? Dans les métiers de bouche. Alors ce dont on parle beaucoup dans le patronat, c'est la main-d'œuvre dans le BTP. Mais c'est vrai que dans les métiers de bouche, mais vous savez, c'est parce que aussi il faut remettre en place l'apprentissage. Il y a plus ce compagnonnage qu'il y avait dans le commerce traditionnel. Enfin, ça fait longtemps qu'on le dit. Et donc, c'est maintenant aussi à nous de créer des filières de formation. Et je ne peux pas interpeller que l'État, c'est aussi les entrepreneurs, quitte à être aidés par l'État, c'est aux entrepreneurs de former leurs successeurs dans les métiers. Est-ce que vous avez des nouvelles du chèque alimentaire? Toujours pas, non, parce que chaque fois qu'un ministre vient me voir, je lui pose la question, parce que c'est une promesse d'Emmanuel Macron qui date du 14 décembre dernier. Alors moi j'attends, mais surtout les Français attendent. Alors les Français les plus modestes, je parle. Chaque distributeur, je suis capable de parler pour les autres, pour les non, mais très bien, c'est très bien. Chacun. On partage tous les mêmes analyses. On a beaucoup parlé pendant le Covid. Et c'est vrai que le pouvoir d'achat, c'est notre obsession. Alors, on y répond de différentes manières. C'est ce qui fait notre différenciation. Nous, on essaye de le faire sur toute la gamme. Mais par exemple, à travers les premiers prix, ça s'appelle EcoPlus, on va énormément investir là-dessus à la rentrée, tout en améliorant la qualité des premiers prix, parce que, véritablement, en plus du problème du pouvoir d'achat, il y a des problèmes de pauvreté dans la société française, des problèmes de précarité, que ce soit précarité menstruelle, tous les kits de toilette, tous les kits d'hygiène, que ce soit les repas étudiants, que ce soit même d'une manière générale pour un foyer modeste, les dépenses aujourd'hui de contraintes ont tellement augmenté et on leur annonce tellement les augmentations de l'électricité, de l'énergie, des carburants, qu'il faut trouver un moyen de rester abordable. Alors, à propos des carburants, vous n'aurez bientôt plus la possibilité de faire de la publicité sur les carburants à prix coûtant. Et pourtant, ça marche vachement bien. On vient de le faire. Ça a plus 20% d'accroissement de vente de carburant pendant les opérations prix coûtant. Et donc, c'est terminé, ça. Alors, bientôt terminé l'année prochaine. Voilà, donc on peut quand même faire bénéficier les consommateurs de ces initiatives. Le carburant pour vous c'est important parce que ça fait venir les clients. Oui, mais si vous faites, mais vous voyez, je refais la boucle de Bourdin. Si vous faites venir des clients pour le carburant, mais que vous leur rentrez dans l'hyper, ils n'ont pas le pass sanitaire et qu'ils ne peuvent pas rentrer, on a fait faire des kilomètres pour quelques centimes. Tiens, à propos de carburant et à propos de mobilité et de mobilité verte, les bornes de recharge électrique. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que vous avez engagé, je sais pas, une opération, des bornes sur tous les parkings des Leclerc, par exemple? C'est en cours. Il y a des milliers de bornes qui sont en installation. Moi, ma crainte, c'est pas le nombre de bornes, c'est de savoir si c'est les bonnes bornes qu'on installe là maintenant. C'est-à-dire en fait, vous voyez bien dans le fait que Tesla, par exemple, a son propre circuit, même s'il l'ouvre maintenant aux autres voitures électriques, on voit bien que les industriels de l'automobile, entre eux, n'ont pas standardisé leur équipement. Ensuite, il faut se dire que le marché de l'électricité va être un marché de l'échange. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir besoin d'électricité pour leur voiture, mais il y a des magasins aussi qui pourront acheter aux gens qui n'ont pas utilisé leur voiture de l'électricité qu'ils auront acheté à bon compte chez eux. C'est un marché circulaire qui est en train de se mettre en place. Et donc, ce sont des bornes qui rentrent et qui sortent. Et ça, je ne sais pas si on a les bonnes. Donc, c'est un problème technique, mais c'est intéressant que vous voyez que tout le monde dit il faut aller vite, il faut aller vite. Moi, j'ai équipé les centres Leclerc pendant très longtemps de GPL et ça n'a jamais fait un carton. Et on a été pionnier pour les carburants agro. Et en fait, aujourd'hui, tout le monde dit que c'est pas le bon truc. Donc, il faut courir vite
mais avec un tempo... On a une minute, réaliste. Michel-Édouard Leclerc. Parlons de la rentrée scolaire très vite. Ça fonctionne bien, les achats de fournitures scolaires cette année? Oui, alors il y a ces nouveaux acteurs du digital dont nous sommes aujourd'hui, comme Amazon et autres, qui remplissent bien leur case, qui font des augmentations de part de marché considérables. Enfin, 75% des affaires pour la rentrée des classes sont vendues dans les hypermarchés. Oui. Pardon de dire, mais Leclerc reste leader sur ce marché-là. Ce qui est intéressant, c'est la mutation des offres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors que c'était beaucoup de blisters, beaucoup de plastique et tout ça, il y en a encore beaucoup, hein, mais on sent que tous les industriels comme BIC, comme font du recyclage, tous nous-mêmes distributeurs, on vend beaucoup plus de vrac. On s'attaque à toutes ces poches de gaspillage, de trop de plastique. Et je pense que d'ici 4-5 ans, on aura résolu le problème. Et l'allocation de rentrée scolaire sert bien à l'achat de fournitures scolaires? Oui, vous voyez, on le voit parce que souvent, les gosses nous disent, mais... vous démarrez les opérations de rentrée des classes pendant nos vacances, vous nous cassez le cou, quoi. Les parents nous amènent au magasin dès le milieu août. Mais ouais, mais c'est que la distribution des allocations scolaires a lieu le 17 août. Et c'est le moment où les gens vont acheter. Et ils vont acheter en province parce que c'est moins cher chez nous en province qu'à Paris. Et vous le sentez. Et vous le sentez. Ah bah oui, c'est la semaine qui suit la distribution d'allocations, c'est 40% des achats de rentrée des classes. Merci, Michel-Édouard Leclerc. Mais la relance, c'est parti quand même. Hein. Je vais laisser ce message positif. L'économie française, je la sens bien sur les rails, là. Bien, merci, Michel-Édouard Leclerc, d'être venu nous voir ce matin. Sur RMC, ça passe vite, hein, sur RMC et BFM TV.